Que ferais-tu si tu voyais un enfant sans abri dans la rue? L'acte bienveillant d'une femme n'a pas seulement changé la vie de cet enfant, mais aussi la sienne, d'une façon à laquelle elle ne s'attendait absolument pas. Cette histoire réconfortante redonne foi en l'humanité et révèle les récompenses inattendues de l'altruisme. Berthe Tissot, une ouvrière dans une usine de transformation de viande ordinaire, a donné ses derniers centimes à un petit garçon affamé dans la rue. 15 ans plus tard, lors d'un des jours les plus difficiles de Berthe, un millionnaire s'est présenté à sa porte, faisant de ce vieil acte de générosité un phénomène mondial. Le quotidien suivait toujours le même rythme. À 17 h, lorsque le service se terminait dans une usine de transformation de viande à Paris, Berthe quittait également son poste pour prendre le métro et rentrer chez elle. Le travail épuisant la laissait souvent à bout de force. Ce jour-là, une énorme livraison de porc était arrivée à l'abattoir. Même s'il existait des machines pour la découpe, Berthe avait tout de même manipulé d'énormes quantités de viande à la main. Ses bras tremblaient de fatigue, mais elle persévéra jusqu'à ce que la tâche soit terminée. Lors de ces journées épuisantes, Berthe sautait dans le métro et finissait souvent par somnoler pendant tout le trajet. Heureusement, plusieurs collègues du quartier voyageaient avec elle et veillaient à la réveiller avant son arrêt. Mais ce jour-là, elle se retrouva seule dans la rame. Si elle s'endormait, elle risquait de ne se réveiller qu'un ou deux arrêts plus loin, ce qui aurait signifié 40 minutes de plus avant de pouvoir enfin se reposer. Un scénario qu'elle voulait absolument éviter. La préoccupation ne servit pourtant à rien, car Berthe s'assoupit tout de même dans le métro. Soudain, une voix masculine profonde mais bienveillante la réveilla. « Madame, c'est bientôt votre arrêt, n'est-ce pas ?» demanda l'inconnu en lui touchant délicatement l'épaule. Il s'excusa de l'avoir effrayée, mais il se devait de la prévenir pour qu'elle ne rate pas sa station. L'homme, d'une trentaine d'années et vêtu avec élégance, s'était approché d'elle avec gentillesse et sans aucune mauvaise intention. Berthe le remercia pour l'avertissement, puis lui demanda comment il savait que c'était son arrêt. L'homme expliqua qu'il l'avait déjà remarqué auparavant, mais qu'il n'avait jamais eu à intervenir jusqu'à présent, car d'habitude ce sont ses amis qui la réveillaient. Cette fois-ci, elle était seule, et il ne voulait pas qu'elle manque son retour. Lorsqu'ils descendirent du métro, l'homme se présenta. Il s'appelait Martin Ménard. Ils engagèrent la conversation tout en marchant dans la rue. Bien que le domicile de Berthe se trouvât bien plus loin que celui de Martin, ce dernier proposa de l'accompagner jusqu'à l'arrêt de bus afin de s'assurer qu'elle rentre saine et sauve. La discussion se déroula étonnamment bien. Ils découvrirent qu'ils avaient beaucoup en commun, qu'ils travaillaient dans le même arrondissement et qu'ils partageaient même quelques connaissances. « Comment se fait-il qu'on ne se soit jamais croisés ?» demanda Berthe. « En fait, je t'avais déjà remarqué dans le métro, mais je n'avais jamais osé t'aborder, » avoua Martin un peu gêné. Le bus arriva, Martin prit congé, mais avant cela, ils convinrent de se revoir le lendemain. Au cours de la première semaine, ils passèrent 5 jours ensemble, ce qui rendit chaque rencontre encore plus naturelle et détendue. En moins de 3 semaines, ils étaient officiellement en train de se fréquenter. Leur relation devint si forte et si belle qu'en à peine 1 an, Martin se mit à genoux, sortit un petit écrin contenant une bague étincelante et demanda Berthe en mariage. Berthe était aux anges. Elle rêvait de ce moment depuis longtemps, et voilà qu'il devenait réalité. 3 mois plus tard, ils se dirent oui et échangèrent. Leur vœu de rester unis pour le meilleur et pour le pire. Ils emménagèrent bientôt ensemble dans leur nouveau foyer. Martin travaillait comme programmeur dans une jeune entreprise informatique, tandis que Berthe continua son travail éprouvant à l'usine de transformation de viande. Pourtant, depuis leur mariage, la vie de Berthe était plus palpitante et plus heureuse. Martin cuisinait régulièrement le dîner pour sa femme et, le soir, il lui faisait des massages relaxants pour soulager ses bras fatigués. Bien sûr, leur vie n'était pas parfaite, mais Berthe se sentait presque comblée. La nuit, lorsqu'elle regardait Martin dormir paisiblement à ses côtés, elle avait l'impression d'avoir gagné le gros lot. Ce sentiment s'intensifia encore plus quelques années plus tard, lorsque le test de grossesse afficha 2 barres. Leur famille allait bientôt s'agrandir. Les 9 mois qui suivirent lui semblèrent interminables. Lorsque leur petite fille arriva enfin, ils la nommèrent Fanny.
Martin réussit à obtenir 20 jours de congé supplémentaires afin de rester auprès de sa femme et de leur nouveau-né durant les premiers jours. Chaque instant passé à tenir Fanny dans leurs bras leur donnait l'impression de tenir un morceau de paradis. Tandis que Fanny grandissait, Martin était de plus en plus souvent en proie à des maux de tête persistants et à des douleurs thoraciques. Au départ, ils soupçonnèrent de stress, mais les douleurs persistèrent même après des vacances familiales prolongées. Berthe suppliait constamment son mari de consulter un médecin, craignant un problème cardiaque ou circulatoire. Martin minimisait la situation. « Je suis bien trop jeune pour ça. C'est peut-être juste une indigestion ou trop de sel. » Pour rassurer Berthe, il se mit à faire un jogging tous les soirs. Les douleurs disparurent pendant quelques jours, puis revinrent, que ce soit pendant qu'il jouait avec Fanny ou simplement devant la télévision. « Martin, je m'inquiète vraiment pour toi. Va chez le médecin !» cria Berthe, angoissée pour son mari. Martin haussa les épaules en disant qu'il était probablement déshydraté et se mit à boire plus d'eau. « Si ça ne s'arrange pas, j'irai voir un cardiologue », promit-il. 2 semaines plus tard, un dimanche matin, Martin se réveilla avec une violente sensation de vertige et une douleur aiguë dans la poitrine. Il s'écroula aussitôt sur le lit en hurlant de douleur. Berthe et la petite Fanny, qui se trouvaient dans le salon, accoururent dans la chambre. Martin ne pouvait plus bouger, il se tenait la poitrine et ne parvenait pas à parler. Berthe appela immédiatement une ambulance. À l'hôpital, les médecins annoncèrent à Berthe que Martin présentait les premiers signes d'un infarctus du myocarde et qu'il devait être étroitement surveillé car le danger n'était pas écarté. Sa tension artérielle était élevée et il était inconscient. « Maman, où est papa? Il est malade? » demanda Fanny. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, il va bientôt aller mieux. Après ça, on ira manger une glace au parc, » la rassura Berthe, même si elle ignorait elle-même ce qui les attendait. Elle espérait simplement que, vu le jeune âge de Martin, il se rétablirait vite et que les médecins découvriraient ce qui n'allait pas. 2 heures plus tard, ce fut l'agitation générale dans l'hôpital. Infirmiers et médecins en charge de Martin couraient dans le couloir. Le cœur de Berthe battait la chamade, mais elle s'efforçait de rester calme devant Fanny. Les 30 minutes qui suivirent furent les plus longues de sa vie. Elle ne quittait pas le couloir des yeux, priant en silence pour une bonne nouvelle. Le monde de Berthe s'effondra lorsque le médecin revint enfin. Ils avaient tout tenté, mais Martin n'avait pas survécu. La 2e crise cardiaque, plus sévère, lui fut fatale. « Je suis désolé, » dit le médecin. « Il va falloir vous préparer, » ajouta-t-il. Ces quelques mots résonnèrent encore et encore dans la tête de Berthe. Elle ne voulait pas affronter la réalité. Elle aurait voulu hurler sa douleur au monde, mais tout ce qu'elle put faire fut de s'agenouiller et de serrer sa fille contre elle. « Maman, papa est très malade ?» demanda Fanny. Berthe ne pouvait pas parler. Elle ne parvenait pas à accepter ce qui venait de se passer. Elle pleura jusqu'à ce que ses larmes traversent les vêtements de sa fille. Fanny se mit à pleurer à son tour, sentant qu'il se produisait quelque chose de terrible. Après la mort de Martin, Berthe essaya de rester forte. Même si toutes deux ressentaient cruellement son absence, Berthe savait qu'elle devait tenir bon pour leur fille. Elle s'engagea dans des horaires prolongés à l'usine de transformation de viande pour subvenir à leurs besoins. Ses collègues respectaient sa détermination, conscients de la difficulté de sa situation. Berthe était résolue à ce que Fanny ne manque de rien. Cependant, en travaillant 2 ou 3 heures supplémentaires par jour, elle était exténuée et ses finances ne s'amélioraient pas autant qu'elle l'espérait. De plus, elle passait moins de temps avec sa fille, ce qui la rongeait. Elle souhaitait plus que jamais une augmentation ou une promotion, mais rien ne se produisit, jusqu'à ce que le destin en décide autrement. Un matin, en se rendant au travail, une petite fille frêle et pâle heurta Berthe dans le métro parisien. On voyait qu'elle était malade et effrayée. « Pardon, madame, je n'ai pas mangé depuis hier. Pourriez-vous me donner un peu de monnaie ?» demanda-t-elle doucement, visiblement gênée. Berthe regarda autour d'elle pour voir si les parents de la fillette étaient dans les parages, mais elle était seule. Dans le métro, tout le monde paraissait indifférent, comme s'il ne la voyait même pas. Pourtant, Berthe remarqua que la petite se tenait le ventre et réalisa qu'elle devait souffrir atrocement de la faim. Elle pensa aussitôt à sa propre fille, Fanny.
Berthe fouilla dans son portefeuille, où il lui restait seulement 30 centimes et quelques pièces. Sans hésiter, elle donna les 30 centimes et les 2 sandwichs qu'elle s'était préparés pour sa pause. « Je tiendrai bien le coup sans manger aujourd'hui. Je trouverai bien quelque chose à manger à la maison, » se dit-elle. Mais cet enfant, elle, n'avait rien. La fillette la remercia les larmes aux yeux, un peu gênée, en prenant l'argent et la nourriture. « Je vous rembourserai un jour, je le promets, » murmura-t-elle avant de descendre du métro. Malgré la faim qui la tenait, Berthe travailla toute la journée à l'usine sans se plaindre. Elle aurait pu s'acheter quelque chose au snack de l'entreprise, mais elle avait donné ses dernières pièces à l'enfant dans le métro. Même si elle avait très faim, elle ne regretta pas son geste. Toute la journée, elle ne cessa de penser à la fillette et espéra qu'elle allait bien. La petite fille rencontrée dans le métro s'appelait Fleur, et elle devait faire face à de grandes difficultés chez elle. Ses parents souffraient d'addiction et ne prêtaient souvent même pas attention à sa présence. Malgré tout, Fleur gardait espoir en un avenir meilleur, aussi sombre que puisse paraître la situation. Finalement, cet espoir se révéla payant. 12 ans plus tard, Berthe travaillait toujours dans la même entreprise de transformation de viande à Paris, mais elle avait reçu 2 promotions entre-temps. Son salaire était un peu plus élevé et elle pouvait rentrer plus tôt pour passer du temps avec sa fille. Fanny, qui adorait faire du roller autour de la résidence, s'amusait ce jour-là avec ses amis. Lors d'une course improvisée, elle perdit le contrôle, glissa et tomba violemment sur le bitume. Elle se blessa à la tête et au dos, sous le regard affolé de ses amis qui se précipitèrent pour l'aider. Voyant qu'elle était consciente mais incapable de bouger, les passants appelèrent immédiatement une ambulance, tandis que ses camarades prévenaient Berthe. Berthe était au travail lorsqu'elle reçut l'appel et arriva en courant à l'hôpital. « Où est-ce ma fille? Que lui est-il arrivé? » cria-t-elle à la réception, redoutant le pire. « Calmez-vous, madame, sa vie n'est pas en danger, mais le médecin va vous expliquer la situation, » répondit une infirmière. « M'expliquer quoi? » demanda Berthe, le cœur battant la chamade. Bientôt, le médecin apparut, l'emmena dans son bureau et lui expliqua la situation avec précaution. Il lui annonça que Fanny se rétablirait, mais que sa colonne vertébrale avait été grièvement touchée. Il était fort probable qu'elle ne puisse plus marcher. Les larmes de Berthe coulèrent abondamment. « Pourquoi est-ce que ça m'arrive encore à moi ?» laissa-t-elle échapper dans un élan de désespoir. « Calmez-vous, madame, tout n'est pas encore perdu. Il existe d'excellents spécialistes de la chirurgie rachidienne ici à Paris et dans d'autres villes. Fanny pourrait peut-être encore marcher si elle reçoit le bon traitement. Mais hélas, cette opération coûte cher. Elle peut se chiffrer en dizaines de milliers d'euros, expliqua le médecin. Berthe n'avait pas le moindre sou de côté, et même si elle vendait tout, elle n'était pas sûre de pouvoir payer l'opération. « Si je vends mon appartement, nous nous retrouverons sans toit, et je ne suis même pas certaine de réunir la somme, » dit-elle tristement, ce à quoi le médecin répondit d'un air navré. Fanny resta presque 1 mois à l'hôpital avant de pouvoir rentrer chez elle. On lui remit un fauteuil roulant pour se déplacer et elle dut s'habituer à l'idée de vivre désormais avec un handicap moteur. Rien que les soins stabilisateurs coûtaient déjà une fortune et endettaient Berthe. Elle passa ensuite des années à économiser et à rembourser ses dettes, tout en essayant de maintenir leur vie quotidienne et de prendre soin de Fanny. Même si la jeune fille vivait en fauteuil roulant, elle restait courageuse et pleine de vie, ce qui emplissait Berthe à la fois de fierté et de tristesse. Elle aurait tant voulu que Fanny puisse mener une existence complète. Au comble du désespoir, Berthe lança une campagne de collecte de fonds en ligne pour financer l'opération de sa fille. Bien que de nombreuses personnes aient partagé son histoire sur les réseaux sociaux, la somme récoltée demeurait insuffisante. Elle permit tout juste de payer quelques examens supplémentaires, mais le grand geste chirurgical restait hors de portée. L'espoir de Berthe s'amenuisait. Elle avait l'impression d'avoir tout essayé, en vain. Le 25 juillet 2022, alors que Berthe était au plus bas, on frappa soudain à sa porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle découvrit une jeune femme élégamment vêtue, derrière laquelle était garée une voiture de luxe. « Bonjour, tu ne me reconnais peut-être pas, mais je te dois quelque chose, »
dit la visiteuse en sortant un portefeuille contenant précisément 30 centimes. Elle tendit l'argent à Berthe, puis révéla son identité. Berthe la reconnut immédiatement. Elle était cette petite fille affamée dans le métro, autrefois si pâle et brisée, désormais devenue une belle femme de 30 ans en pleine santé. Les yeux de Berthe s'embuèrent de larmes alors qu'elle la prenait dans ses bras et l'invitait à entrer. La jeune femme se présenta. Elle s'appelait Fleur. Mais Berthe se souvenait parfaitement de la scène vécue dans le métro des années plus tôt. Fleur expliqua comment ses 30 centimes et ses 2 sandwichs lui avaient littéralement sauvé la vie. Lorsque Fanny apparut en fauteuil roulant dans le salon, Fleur ne la quitta pas des yeux. Elle raconta avec gratitude à Berthe comment, après ce jour, elle avait pu se reprendre en main et même devenir une entrepreneure prospère. « Tu es vraiment un don du ciel. Il y a une vraie lumière qui brille en toi », déclara Berthe. Fleur la remercia et mentionna qu'elle n'avait jamais oublié la promesse qu'elle lui avait faite. En voyant la photo de Berthe sur la page de collecte de dons en ligne, elle reconnut aussitôt la personne qui lui était venue en aide autrefois et décida de la retrouver en personne. « À l'époque, ces 30 centimes m'ont littéralement sauvé la vie. Et maintenant, je voudrais t'aider, toi et ta fille, » déclara Fleur. Berthe, en larmes, la remercia, mais précisa que l'opération coûtait environ 35 000 € et qu'elle comptait encore sur la solidarité des donateurs. « Je suis désolé si je ne me suis pas exprimé clairement, » répondit Fleur en prenant la main de Berthe. « Vous n'aurez pas besoin d'autres dons. » Berthe, d'abord stupéfaite, éclata de nouveau en sanglots. Depuis des années, elle voyait Fanny coincée dans son fauteuil et elle avait presque perdu tout espoir. Fanny aussi écoutait, interdite. Était-il réellement possible que cet inconnu paye toutes ses dépenses? Fleur passa tout l'après-midi avec elle, écoutant leur histoire et leur assurant que l'espoir était permis. Quelques semaines plus tard, elle commença à prendre en charge les examens et les traitements de Fanny. L'opération eut finalement lieu à la clinique de Lyon. Les médias s'y intéressèrent également et plusieurs chaînes de télévision relatèrent le plan, la prise en charge et le rétablissement de Fanny. Bien que la rééducation fût douloureuse, la voie s'ouvrait à elle pour qu'elle puisse de nouveau marcher. Après de longs mois de dur labeur, le jour arriva où Fanny fit ses premiers pas sans aide. Elle avait encore besoin de soutien de temps en temps, mais elle était en bonne voie pour retrouver toute sa mobilité. Fleur se tenait à ses côtés, tandis que Berthe pleurait de joie. « Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire !» s'écria-t-elle en voyant Fanny debout sur ses jambes après 2 ans. Chaque mouvement qu'elle faisait respirait la confiance et la force. Berthe n'aurait jamais imaginé qu'un simple geste de bonté envers une inconnue sauverait non seulement la vie de celle-ci, mais conduirait aussi, un jour, sa propre fille vers une vie normale. Elle aimait imaginer que son défunt mari, Martin, assistait à tout cela de là-haut. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à laisser un j'aime. Ne rate pas notre prochaine vidéo, elle sera également courte, mais elle te touchera à coup sûr. Passe une journée magnifique et à très bientôt pour la suite.